Mais alors, il faut juste que je... Tu vois, je ne suis pas dans le bon sens. Voilà. Et là, on se tourne. Et nous y sommes. Voilà. Tout est bien. Que je trouve, que je trouve. Soyons... Voilà. Donc l'idée, c'est d'amener dans le viseur du micro, de l'écran, pour ne pas se retrouver caché par les micros. Bon, alors, on peut dire à nos auditeurs, internautes plutôt, qu'on est très heureux de vous retrouver, ça fait un bail. Ça fait pareil, comme on dirait. Nous avions des agendas très chargés. Heureux, chargés. Des événements heureux. J'allais dire le mariage, ici, mais c'est un mariage, hein, une bar mitzvah. Ah oui, c'en est un. Entre le bar mitzvah et la Torah. Ouais. Affirmatif. Et je me fais. Une petite voix. Cher Frédéric, je sais combien. Surtout, please, de ne pas toucher les micros. Voilà. Faut pas toucher les micros. Parce que c'est chiant à l'antenne. Ok. Oui. Debout, les damnés de la terre, c'est bon? On est en retard, mais c'est pas grave. C'est en direct. Sur Facebook, en direct sur Radio Kol Shalom. Écoute, moi je vais virer ça. Prêt pour faire une. On met les casques en cas. Ah, d'accord. C'est vrai que ça fait plus professionnel. Eh oui. Je ne j'entends rien. Le morceau d'avant, je vais vous le piquer. Hein. C'était bien. Là. Un régal. Oui, je suis très métal, moi, j'aime bien. Ah, la classe, oui, c'est la classe. C'est du retour. On n'a pas besoin du casque alors. Vous gardez juste le casque pour l'intro. Après, une fois que vous y allez, c'est bon, c'est juste pour que vous ayez le retour au début. J'obéis. On va y aller, hein. Shalom à tous, très heureux de vous retrouver. Bonjour mon cher collègue. Shalom Ocha, cher Avinissim. Un bonheur de nous retrouver après cette petite pause hivernale. Oui, pause hivernale, et pourtant nous n'avons pas hiberné, nous étions très chargés, comme indiqué hors micro, et nous sommes très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est une émission, y arriver, spéciale, Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Bien, donc à notre menu spécial Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat d'information, de formation sur Pessah. Donc il est d'une teneur particulière et d'une intensité particulière. À notre menu, la question de l'auditeur ou de l'auditrice anonyme, comme toujours, la question piège, suivie des allocutions rabbiniques respectives, et enfin les annonces communautaires. Alors là, il y aura de la matzah, du pasim sur planche, puisqu'on a pas mal d'événements à partager avec vous plutôt. C'est parti juste après ceci. La question de l'auditeur tirée au sort par la main innocente de mon cher ami et collègue Laurent Knafo. Je découvre en même temps que vous la question du jour, question comme souvent en phase avec l'actualité, je dirais, non pas judiciaire, mais religieuse. Elle est la suivante. Qu'allez-vous encore raconter pour cette sortie d'Égypte en 5778? Je reprends la question. Qu'allez-vous encore raconter, cher rabbin, pour cette sortie d'Égypte 5778? Alors là, le encore, bon, le cher rabbin, ça c'est une marque de l'habilité, manifestement, mais le encore, je sens une pointe d'ironie, aussi la répétition du récit que tout le monde connaît, à la fin, enfin, semble-t-il, était à même de lasser, et je crois que l'auditeur, sous couvert d'ironie, nous appelle au secours. Bon, j'ai raconté ce récit l'année dernière, puis l'année d'avant, je le raconterai encore cette année et l'année prochaine. Est-ce qu'on ne peut pas un peu renouveler l'exercice? Alors, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Nous sommes en 2018, 5778 dans le calendrier juif. Qu'est-ce que tu proposes
tu vas raconter quoi, toi? Moi, ce que je propose, c'est qu'effectivement, à la place, on lise du Baudelaire. Oui, oui, effectivement, le rapport est assez évident, j'ai envie de dire, mais encore. Non, plus sérieusement. Ce que je propose, effectivement, c'est, par principe, renouveler un texte, c'est en réalité se renouveler soi-même. Explication. Lorsqu'on lit un texte que nous pourrions avoir lu il y a déjà plusieurs dizaines d'années, n'est-ce pas, vu notre âge rabbinissime, et donc qu'aujourd'hui, lorsque nous le redécouvrons, nous le relisons, eh bien, il y a effectivement deux approches. Ou bien celle, je dirais, sempiternelle de celui qui lit le texte de manière un peu méthodique, un peu également vénérable, et qui ainsi progresse, etc. Et sans passionner, j'allais dire, ni son auditoire, ni les personnes qui l'écoutent, ou alors, effectivement, il y a une autre manière de lire le texte. Cette autre manière, nous allons peut-être essayer de la développer. Ah, c'est celle qui m'intéresse. On y arrive. C'est de donner vie à ce texte. Alors, donner vie à ce texte, c'est déjà peut-être le lire avec l'intonation. Ça peut paraître étonnant, mais l'intonation, c'est-à-dire déjà, il y a souvent des textes de la Mishnah, dans ce merveilleux texte qu'est la Haggadah de Pessah, le récit de la sortie d'Égypte. Il y a également des textes tirés aussi de la Torah ou du Tanakh, qui pourraient très bien être lus déjà de manière cantillée. Ça, c'est peut-être un point qui peut paraître anodin, mais qui peut apporter déjà une petite touche, je dirais, sonore. Deuxièmement, ces textes aussi, il faut le rappeler, ils ont ce que l'on appelle des exégèses, c'est-à-dire des commentaires, des explications. Et se contenter de les lire sans les interpréter, sans les expliquer, là encore, ferait de cette soirée, qui est une soirée exceptionnelle dans le judaïsme, la soirée de Pessah, le Seder de Pessah, la rendrait encore un peu, entre guillemets, un peu terne. Alors, je vois bien que tu viens vraiment en aide à notre auditeur ou auditrice. Alors, d'abord, sur le plan technique, quand il est, etc., il faut s'y connaître. Donc là, il y a peut-être un peu désarroi de l'autre côté. En revanche, sur la partie commentaire, ça, tout le monde a sa part. Tout le monde soit peut écrire son propre commentaire, soit peut faire des recherches et animer différemment la soirée, si tant est que la cible, car il ne faut pas perdre de vue la cible, celui qui écoute, celui qui partage avec nous le récit, soit intéressé par ce commentaire. Mais effectivement, là est le lieu du renouvellement de sens. Il y a des commentaires à foison sur la Haggadah. Moi-même, je les collectionne et il y en a des milliers, en fait. Alors, moi j'aurais proposé ceci. Alors, d'abord, sur un plan théorique, vous observerez que la Haggadah, ce support de la nuit du Seder, ne raconte pas vraiment la sortie d'Égypte, en fait. Ou alors par touche. On est vraiment en digression, en circonvolution. C'est ce que j'appelle le livre du professeur. Mais le récit, c'est à vous de le faire. Il y a un moment donné, vous allez devoir vous approprier les fondamentaux de la Haggadah, vous rendre compte qu'il y a des styles différents. Il faut donc adopter des styles de récits différents, c'est-à-dire adaptés à celui qui vous écoute. Premier point. Deuxième point théorique, la mémoire. On en a devisé ensemble à plusieurs reprises ces derniers temps. La mémoire n'est pas le compte-rendu total et objectif du passé, n'est pas l'image fidèle du passé, sans quoi le passé serait présent. Mais c'est une image qui n'est qu'une image, justement, un reflet du passé, retravaillé par notre inconscient, disons, et des informations sont mises de côté, d'autres sont mises en valeur, et à chaque fois qu'on raconte, y compris la même chose, on la raconte différemment. Et c'est cela que la Haggadah, d'ailleurs, en tout début, pointe comme obligation, quand bien même, je cite, nous serions tous savants, tous sages, tous connaissant toute la Torah, nous aurions la mitzvah, le commandement sur nous, qui nous incombe donc, de raconter la sortie d'Égypte. Et quiconque raconte et abonde en récit de la sortie d'Égypte est digne de louange, Harezei Meshubar. C'est un texte merveilleux qui vient d'introduction, enfin en digression d'introduction. Enfin, ou juste après, pardon, la première réponse en fait aux questions de l'enfant, pour être exact, le paragraphe Avadi Mayinou. Donc là, les choses sont dites clairement, quand bien même on sait tout, c'est ce qu'il y a derrière la question d'auditeur. Voilà, moi ce récit je le connais, le pitch, le synopsis, tout le monde connaît, sortie d'Égypte, Moïse, etc. On n'a qu'à balancer la cassette, enfin le fichier, et puis c'est terminé. Non, ce qui est important, c'est comment vous le racontez cette année. Et cette année, vous le racontez différemment l'année dernière. Dans votre récit, il y aura un peu de vous-même, un peu de ce que veut dire pour vous la sortie d'Égypte aujourd'hui. Et j'ai envie, avant qu'on passe à la suite, de te poser la question, dans l'actualité d'aujourd'hui,
Parce que c'est ça aussi, faire un récit de la sortie d'Égypte, on a beau raconter la même histoire, il y a des choses qui travaillent en nous et qui ont à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Toi, qu'est-ce qui va ressortir? Qu'est-ce que tu vas transmettre à titre personnel, à ta communauté, à ta famille, par rapport au monde d'aujourd'hui, compte tenu de ton récit ou à partir de ton récit? Qu'est-ce qui te touche comme sortant d'Égypte? Bien sûr. L'actualité, certainement. L'actualité, moi je pense modestement, et je sais, Rabbi Nissim, que tout récemment, tu as été l'un des acteurs privilégiés de cette question. La question de l'accueil des migrants, n'est-ce pas, de l'accueil des migrants, la question également donc de l'exil, parce que ce sont des exils qu'ils vivent. Ces individus, ces personnes, ces enfants, eh bien, n'oublions jamais ce que la Torah nous enseigne. Veger l'autoné, soit toujours accueillant à l'égard du migrant, à l'égard de l'exilé, à l'égard de l'étranger, car étranger tu fus en Égypte. Or, je dirais que l'actualité brûlante, à la fois sociale et politique, entre guillemets, par rapport à la question des migrants, malheureusement des flux migratoires liés aux crises malheureusement terribles syriennes, etc., eh bien, nous montre combien c'est une question d'actualité. Et je vais te dire simplement pourquoi. Parce que, comme toi, nous sommes très attachés à la mémoire, et moi je repense souvent à la condition du peuple juif pendant la Shoah. Et ce que nous oublions souvent, c'est que ce sont eux-mêmes, ils furent des étrangers, c'est-à-dire des exilés. Souvent, ils ont quitté les pogroms de la Russie, les attaques ciblées, la nuit de cristal en 1938 en Allemagne, etc., etc. Et finalement, la condition du juif errant, c'est-à-dire du juif étranger, elle n'est pas si éloignée que cela. C'est ce que je veux dire. Alors, pour rebondir là-dessus, 1938, tu évoques 1938, il y a la fameuse conférence d'Évian où les grandes diplomaties européennes, personnellement, américaines, australiennes, un peu tout le monde d'ailleurs, débattent sur qu'est-ce qu'on va faire de ces juifs qui partent d'Allemagne, et à la fin on part avec rien. Donc c'est un lâchage et on connaît la suite. Eux ne la connaissaient pas à ce moment-là, mais voilà, donc l'accueil est parfois très mitigé, très régulé qui est fait. Les complications administratives font question, en tout cas, en notre fort interne font question. Moi, ce qui m'a choqué le plus dans la tragédie des migrants, c'est le récit, bien sûr. Lorsque tu écoutes les récits, tu as des gens qui ont risqué la mort, qui ont vu d'autres mourir. Hein. Des fois, devant soi, on voit les autres mourir noyés. Donc, qu'est-ce qui décide à risquer sa peau pour sauver sa vie, comme je l'ai entendu récemment? D'abord, c'est une fuite, c'est pas exactement la sortie d'Égypte, mais il y a, je ne sais pas s'il y a une espérance en tous les cas, il y a l'idée qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et quand on fuit soi, il y a une multitude qui n'a pas fui, qui pense que c'est pas la peine de fuir. Un migrant que nous avons entendu l'autre soir parlait, il venait de Mauritanie, parlait de l'esclavage en Mauritanie. Des gens qui vivent quasiment dans le désert avec les bêtes, les maîtres sont en ville. Et donc, ils naissent esclaves, ils meurent esclaves, ils n'imaginent pas qu'on puisse vivre autre chose. Ils ne savent pas qu'ils ont, en tant qu'humains, des droits. Cela est hors, c'est une catégorie qui n'existe pas pour eux. Eh bien, en Égypte, c'était ça. Il y avait en Égypte la permanence. Le Nil qui coule, qui irrigue, qui fait qu'on n'a pas besoin de la pluie. Donc, on est hors une certaine fragilité de la vie, une certaine précarité. On venait se nourrir en Égypte, c'était un grenier à blé. Alors les institutions égyptiennes adoptaient, se levaient dans cette permanence. Et on ne pensait pas qu'on pouvait sortir d'Égypte. Ce n'était pas possible. C'est une folie. Et on ne peut même pas l'entendre. Eh bien, il y a aujourd'hui dans le monde des gens qui ne peuvent pas entendre qu'on peut être libre, qu'on peut échapper à ce destin, c'est facile à dire, mais qu'on peut croire que ce destin, on peut y échapper, au moins y croire. Voilà, le faire, c'est encore autre chose, puisque c'est au péril de sa vie. Voilà un récit rendu possible. Le récit de l'Exode, de cette Bible que tant de nations ont en partage, il a été à l'œuvre, je pense, dans l'émancipation des Noirs qui n'ont plus voulu être esclaves parce qu'ils chantaient, psalmodiaient cette partie de la Bible. Donc oui, ce récit a délivré, comme il contient lui-même l'histoire de délivrance. Et c'est un peu de ça peut-être dont je parlerai, je ne sais pas encore, à mes enfants, à ma communauté, ce Pessar 5778.
Voilà, je pense que l'auditeur est farci, il est muni pour, avec quelques exemples forts de ta part, de ma part, pour entreprendre ce récit de Pessah. Nous allons adopter la première pause musicale. C'est le choix du rabbin Knafo, Jonathan Razel, l'excellent auteur, compositeur, interprète, Vehi She'ameda, le fameux passage de la Haggadah, la promesse qui se tient. Est-ce qu'on peut avoir un retour un petit peu plus fort? La deuxième pause, je vais expérimenter parce que Elle dure une minute. j'arrive pas à l'extraire. Donc je vais la passer live sur YouTube. Ouais. Je garantis rien, je vais voir. Ouais. Parce qu'avec le débit, des fois, Ah oui. ça devrait passer. Mais D'accord. j'arrive pas à l'extraire. On fera comme on pourra, sinon on la chantera à capella. C'est Si, plus d'avoir... si jamais je vous fais ça, c'est que c'est impossible en diffusion. Mais vous Eh continuez. ben, ce sont les aléas du direct, on s'adaptera. Oui. Ouais. C'est joli ça. C'est celui qui a écrit. C'est lui qui a écrit ça. C'était chanté par Chouki, mais c'est lui qui a écrit ça. C'est l'auteur. Tu vas faire des choses. Auteur compositeur. Et Ah, interprète. שלא אחד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו, מידם הקדוש ברוך הוא c'est charmant. Bien. Alors, donc là c'était la question de bar. De quoi tu parles toi? Je vais commettre pas d'impair. Qu'allez-vous encore raconter? Ça d'accord, Pour ça faire ça, ouais, ça, j'ai noté. En thème, on va traiter la notion de quête, de terme, Ah bravo, oh c'est joli ça. les termes de l'exil. Le terme d'un exil. Ça va, ça te va comme titre? Je vais l'écrire comme ça. Le terme d'un exil. Moi, je vais faire l'exil d'un terme, mais bon. Ah, c'est bien dit. Ouais. Souvent, avec des inversions, on obtient des choses très poétiques. Bien sûr. C'est pas toujours ce qu'elles veulent dire, mais elles sont jolies. Ça se parle. L'exil d'un terme. L'exil d'un terme. C'est un peu simple. Parce que le terme, il est aléatoire. Enfin, il est aléatoire. Il est amovible. Exact. Tu vois? Bien sûr. Ça, c'est comme une recherche ancienne. Ouais. La barbe, ça va bien invité. À merveille. C'est merveilleux, c'est exceptionnel. Merci, C'est un peu merci. vraiment. C'est sympathique. C'est C'est émouvant, une c'était. fête de famille au sens large. Oh, Ça fait plaisir. Bien sûr. Très heureux. C'est ma famille réunie. Comment? Très heureux de voir tout ça. Ah bah je te remercie. Merci d'avoir été parmi nous. C'est un grand honneur. Statistique descriptive, économie et les chiffres. Tiens, j'ai pas commandé ça. Ah non, c'est ma fille. Ah, j'ai eu peur. C'est pour qui travaille pour C'est sa licence, ouais. Oui. Alors on s'y remet. J'espère que nos auditeurs qui nous visionnent sur Facebook apprécient la mélodie. Merci.
Merci, chers collègues, pour ce choix absolument merveilleux. Nous attendons autour pour ton option. C'est parti juste après ça. En quelques mots, revenir, chers Rabbinissim, chers auditeurs, sur un concept qui nous est cher, celui du ketz. Ketz, en hébreu, signifie le terme de l'exil. Car en effet, nous savons que la Torah nous relate que lorsque Dieu a annoncé l'esclavage dans une terre étrangère, à Abraham, la Torah nous dit que ce peuple va demeurer 430 ans en Égypte, dans une terre dont nous ne savons pas exactement ce qu'elle sera. Et ensuite, la Torah va nous enseigner que le Maître du monde va agir avec clémence au profit du peuple d'Israël et que le peuple juif demeurera en définitive que 210 ans. Mais nos maîtres expliquent qu'en réalité, le décompte va se faire qu'à partir de la mort de Yitzhak. Et qu'à partir de là, il y aura donc 210 ans. Et qu'à partir de là, donc, le peuple juif connaîtra le décompte de la sortie d'Égypte. Et il est enseigné que la manière dont le peuple juif a attendu ce terme, eh bien, il fut, disons, assez variable. D'un côté, nos maîtres nous enseignent que les hommes qui étaient enfouis, entre guillemets, dans l'esclavage, qui étaient absorbés par l'esclavage, par la dureté de l'esclavage, par également la perte de repères qu'ils ont connus en Égypte, à travers également les repères religieux qu'ils n'observaient plus, eh bien, avaient perdu un peu le fil conducteur de ce terme de la sortie d'Égypte. Alors que nos maîtres nous enseignent que ce sont les femmes, elles, qui ont eu le mérite à la fois d'entretenir l'espoir de la sortie d'Égypte, auquel il faut ajouter que ce sont elles, bien plus que les messieurs, que les hommes, qui ont également maintenu, pour dire, d'une certaine manière, l'identité juive. Explication. Nos maîtres disent que c'est bien et beaucoup plus par le mérite des matriarches et des mères juives que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Bizchut ma'ot tzadkaniyot Israël nigal. Et ça, c'est étonnant. C'est par le mérite des femmes juives que le peuple juif est sorti d'Égypte. Donc, cela signifie qu'elles ont joué un rôle déterminant dans la sortie d'Égypte. Lequel, eh bien, nos maîtres disent que nous avons des points de repère qui ont également des clins d'œil de la Torah que nos maîtres nous ont fait, qui vont accélérer un peu le processus de la sortie d'Égypte. Notamment un passage que tout le monde connaît, mais qui est à la fois émouvant, pathétique, et également qui montre combien les femmes avaient une conscience aiguisée à la fois de l'identité juive, également de la nécessité de se préparer à la Géoula. C'est ce passage ô combien connu qui, au moment, au paroxysme de l'esclavage, nos maîtres nous enseignent que Pharaon avait décrété la mort des jeunes garçons, des bébés garçons. Et à ce moment-là, la Torah nous dit que le père de Moshe Rabbeinu, le père de Moïse, va se séparer de son épouse. Yocheved et Amram, les parents de Moshe Rabbeinu, qui étaient déjà pères de Aaron et de Myriam, vont décider de faire chambre à part. Pourquoi? Parce que Pharaon a décrété la mort des premiers-nés, mâles, garçons. Et donc, voilà que Myriam va interpeller ses parents, et notamment son père, en lui expliquant que si Pharaon a décrété la mort des premiers-nés garçons, mâles, eh bien, cela ne va pas concerner potentiellement une demoiselle, une fille. Et donc la Torah nous dit qu'à ce moment-là, par cet argument qui peut paraître, entre guillemets, j'allais dire puéril, puisque Myriam était toute jeune lorsqu'elle interpelle son propre père sur cette question, mais l'on voit d'ores et déjà sa maturité, puisqu'elle se permet déjà
de l'interroger sur cette question, voilà qu'elle va réconcilier ses parents. Myriam va trouver l'argument qui va convaincre son père de ne pas manquer à ses obligations conjugales. Et nos maîtres nous enseignent que de cette union et de ces retrouvailles va naître Moshe Rabbeinu, Moïse. Et donc, nos maîtres disent qu'à ce moment-là, bien sûr, les miracles vont se succéder, et plus précisément, comme le terme de la sortie d'Égypte approchait à grands pas, alors rien ne pouvait plus, entre guillemets, le stopper. Pourquoi? Parce que la naissance de Moshe Rabbeinu va mettre en marche le processus de la sortie d'Égypte, puisque c'est bien Moshe Rabbeinu qui sera l'acteur principal, d'une certaine manière, de cette délivrance. Et donc, maître dit que ce sont les femmes qui, par leur rôle actif et l'engagement d'une certaine manière, eh bien, vont accélérer le processus, ou en tout cas permettre au processus de se réaliser en temps et en heure. Le fameux Ketz. Et nos maîtres, je conclus sur cela, la Torah nous dit que ce fut au milieu de la nuit. Et le Midrash nous dit, lorsque l'instant où Dieu avait décidé que le peuple juif devait sortir d'Égypte était atteint, était arrivé, à ce moment-là, rien ne pouvait plus retenir, absolument ni quiconque, retenir le peuple d'Israël en Égypte, Bemitzrayim. Et nos maîtres disent, il en sera ainsi, je conclus sur cela, sur la Géoula, c'est-à-dire la délivrance finale du peuple d'Israël, qui attend le Mashiach. Lorsque Dieu aura décidé du terme, c'est-à-dire de l'instant où l'exil aura pris fin, alors à ce moment-là, nos maîtres disent, rien ne pourra plus accélérer le processus de la libération. Et Ratson, il est dit que c'est au mois de Nissan que le peuple juif a été libéré d'Égypte, et que c'est également, selon une opinion, au mois de Nissan que le peuple d'Israël connaîtra la fin de l'exil actuel et reviendra sur sa terre pour accueillir le Mashiach. Souhaitons que nous ayons le mérite de vivre ce temps et cette époque de nos jours. Amen. Amen. Merci, cher ami, pour cette belle note d'espérance. Alors, j'aimerais également cultiver l'espérance, notamment pour celles qui souffrent. Au moment où nous parlons, je veux parler des maîtresses de maison. Je prends volontiers l'expression archaïque pour pointer ce que, aujourd'hui, beaucoup de femmes se considèrent en charge, d'une part, de leur carrière professionnelle, mais aussi de leur responsabilité domestique, qui trouvent leur paroxysme, parfois même de manière insupportable, au moment des fêtes de Pessah. Le ménage de Pessah, que ce soit dit et entendu, n'est pourtant pas le ménage de printemps. Les formations que nous dispensons, que nous dispenserons, iront dans ce sens. Soit on a les moyens de faire une maison impeccable dans la totale asymétrie, et ça le regarde chacun, soit on doit d'abord se préserver, passer de belles fêtes, Pessah Kacher Ve Sameach, un Pessah certes valable, Kacher, mais, et je traduis Ve Sameach par mais joyeux, et donc j'aimerais ici vous proposer une base théologique pour désobéir. Et à quoi il y a nous allons le voir. En effet, ce Shabbat est appelé Shabbat Hagadol, nous l'avons dit au début de cette émission, le grand Shabbat. Je me suis demandé qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vient faire là cet adjectif. Un Shabbat c'est grand de toute façon, donc pourquoi un grand Shabbat qui est grand par nature? Le fait qui est rapporté dans la chronologie des événements de la sortie d'Égypte et qui coïncide avec ce fameux Shabbat était le suivant, le 10 Nissan, qui tombait un Shabbat dans la chronologie de la sortie d'Égypte. Les Hébreux ont reçu l'ordre de tirer vers eux, d'amener à eux un agneau au nez et à la barbe des Égyptiens. Cet agneau était attaché à un lit et il était prévu de manière explicite et revendiqué qu'on allait le sacrifier à terme pour, et là on connaît la suite, récolter le sang et en badigeonner le linteau et les montants de ses portes. Bon, les chambranles de ses portes. Il faut tout de même se rendre compte de ce que représente cette provocation. Et le miracle et qui donne à ce Shabbat, qui fut un dit Nissan, qui donne à ce Shabbat sa grandeur, qui justifie qu'on l'appelle Shabbat Hagadol, c'est la version officielle. Le miracle est que les Égyptiens ont vu cela, qu'ils ont eu beau grincer des dents, ils étaient comme paralysés. Voilà le récit. Mais ça, c'est le miracle. Si demain on nous demande d'accomplir la pire des provocations, celle qui risque de mettre en péril notre propre vie,
non seulement on y réfléchira 2 fois, mais en plus, n'importe quelle autorité religieuse nous dira, mais non, reste tranquille. Bon, là, tu me diras, c'est Dieu qui parle, donc en même temps. Mais quel besoin de générer chez les Hébreux cette angoisse, de leur dire, vous allez risquer votre peau, et sans même le dire, il y aura peut-être un miracle ou pas, c'est même pas dit d'ailleurs. Il est arrivé ce miracle dans le récit Midrash, mais il n'est pas prévu, il n'est pas planifié. Donc autrement dit, là c'est presque la ligature d'Isaac. D'accord. D'ailleurs, le sang de ce linteau est comparé au sang d'Isaac. Vous allez sacrifier votre peau, en fait. Ça ressemble à ça, tel les Hébreux ont pu probablement percevoir dans le récit. Donc qu'est-ce que vient faire cette provocation? J'ai à cela 2 réponses. La première, c'est que cette liberté n'est pas la liberté obtenue après une fuite, c'est une liberté donnée. Puisque c'est Dieu qui se mêle de les faire sortir d'Égypte. Et que vaut l'exercice de cette liberté? En quoi consisterait l'exercice de la liberté pour quelqu'un qui n'a pas choisi la liberté, qui n'a pas travaillé, qui n'a pas risqué sa vie pour elle? Est-ce qu'ils sont vraiment libres une fois sortis d'Égypte? Est-ce qu'ils ont appris la liberté, l'exercice des responsabilités, etc., ce qui en découle? Rien n'est moins sûr. Il leur fallait donc apprendre à désobéir à ce moment-là. Il fallait qu'ils se fassent libres avant que la liberté ne soit donnée. Et se faire libre, c'est désobéir, c'est déjouer la permanence dont je parlais tout à l'heure de l'Égypte, c'est déjouer ses symboles, c'est déjouer peut-être même ses théologies. Ainsi donc, première réponse, désobéir a permis d'être libre avant l'octroi de la liberté, sans quoi cette liberté donnée n'avait aucun sens. La deuxième réponse, c'est qu'à la vérité, ils ont désobéi, mais pour obéir à plus grand. Et ça, c'est le verset des psaumes, le fameux psaume qui est invoqué pour Pessah et qui démarre le fameux Hallel. Alléluia, Avdé Hachem, loué serviteur de Dieu, et le Midrash ajoute Avdé Hachem, Velo Avdé Pharaon. Serviteur de l'Éternel, mais donc pas serviteur de Pharaon. Donc on reste serviteur esclave, avec cet esclave, on reste esclave de quelqu'un, sauf que ce quelqu'un est plus grand que le maître précédent. Donc c'est une obéissance qui chasse en fait une obéissance plus grande, qui chasse une obéissance plus petite, et ce fut cela, et ça rejoint la première réponse, le jeu de la liberté face à l'obéissance plus petite. Dès lors, puisqu'il s'est agi d'obéir à plus grand, on peut comprendre que ce Shabbat, qui est Shabbat de liberté, qui est Shabbat où on obéit à plus grand, s'appelle Shabbat plus grand, Shabbat Hagadol. Et je voudrais ainsi souhaiter à toutes les femmes qui souffrent pendant le Seder de Pessah, parce que les codes culturels, parce que les habitudes, parce que la pression explicite ou implicite est telle qu'on se rend malade pendant les fêtes, que c'est le moment de vous faire entendre, c'est le moment de désobéir, pour obéir à plus grand, c'est-à-dire ici à vous-même, à votre bien-être et à la symbiose qui pourrait être la vôtre pendant ces fêtes de Pessah. En tous les cas, s'il y a besoin d'un coup de main, nous sommes là. Pas pour le ménage, bien sûr, mais pour expliquer comment on en fait moins. Voilà. Deuxième pause musicale, après cette provocation. Abadim Hayinu. Ah, mais c'est... Ah, mais... Non, faut pas exagérer. Toi, tu peux le dire. On fait le ménage chez soi. Ouais. Avec un balai, Bravo. C'est bref, mais qui s'imagine pas qu'on va faire le ménage chez tout le monde. Faut pas exagérer. c'est court. Hein. C'est bref. C'est court, mais bref. J'envoie le truc derrière des annonces. Ouais. C'est ça, j'ai fait exprès. Vous en avez beaucoup, non? Relativement, ouais. C'est des rimes communautaires. Ouais, c'est La vente de travers, t'as vu qu'il y a une vente en ligne? Bien sûr. Avec un Google Form, ça marche très bien. C'est un terme, dis-moi. C'est un terme. Bravo, moi je sais pas faire ça. Moi, c'est Google. Google. Mais, Microsoft. Bénici. Donc, qu'est-ce qu'on a laissé la rime communautaire, ça c'est bien. On peut annoncer peut-être anticipation les cours des. Oui. Le premier thème des premières fêtes, dimanche, on fait donc Arashi. Le premier. Non, je sais plus si on l'a annoncé. Oui. Tu l'as écrit ou pas? Non. Je crois, ouais. Mais oui, il faut qu'on me le dise, on commence par la communauté historique, c'est normal. Les annonces communautaires, cher ami, à toi l'honneur. Merci Rabinissime. Je rappelle brièvement nos sédarim communautaires pour lesquels vous pouvez vous inscrire. Vous avez les bratim, dit-on en hébreu, c'est-à-dire les détails. Sédarim interactifs, sédarim où les rabbins, leurs épouses respectives,
leurs enfants et toutes nos communautés chez les uns et les autres, eh bien, vont se mobiliser afin de rendre ce moment le plus agréable et le plus également le plus émouvant certainement. Alors, ce sera quand ces Sédarim? Alors, vendredi soir prochain, vendredi soir 30 mars, vendredi en 8, comme l'on dit familièrement. Pour premier Seder, ce sera à Rachi, Bezrat Hashem, et le deuxième Seder dès le demain soir. Le lendemain soir, samedi 31, ce sera à la synagogue Bar Yochai. Très bien. Ainsi donc, ne soyez pas seuls pour ces Sédarim. Venez vous inscrire, il y a encore un peu de place. Absolument. Et venez en profiter. Voilà, venez en profiter, on sera très heureux de vous avoir parmi nous. Je rappelle également les cours de Talmud Torah ce dimanche qui seront légèrement décalés en raison d'une Brit Mila. Nous en profitons, cher Rabbi Nissim, pour souhaiter un immense Mazal Tov à monsieur et madame Sigidi, qui auront le bonheur d'entrer sous les ailes, j'allais dire de la Providence, mais là j'entends de la Brit Mila, leur jeune bébé. Et j'en profite également pour souhaiter un grand Mazal Tov à notre jeune bar mitzvah également, Jonathan Étinger, qui ce Shabbat eh bien, lira la parashat Saf Bezrat Hashem. Donc la série des bar mitzvot se poursuit. Baruch Hashem, on a fait le plein cette année. Ah oui, donc les séries communautaires ont été invoquées. Il y a la brochure du rabbinat Pessah 5778 qui contient toutes les informations, comment on prépare son seder, comment on cachérise ce sera le thème de ce Shabbat en l'occurrence, comment on cachérise les ustensiles et la cuisine en vue de Pessah. Également, vous y trouverez les éléments du pouvoir de vente qui peut être réalisé en ligne avec le rabbinat de Grenoble. Donc, référez-vous à vos emails, aux réseaux sociaux ou bien contactez-nous ou venez à notre rencontre pour que nous puissions avec vous planifier tout cela. Je rappelle que le restaurant Le 26, par exemple, ouvre ses portes pendant toute la durée de Pessah, qu'il y aura une production cachère le Pessah à cet effet. Également, le Talmud Torah dimanche et lundi, nous aurons notre dernier cours sur la fille de Jephthé. Donc, c'est le 5e volet de cette étude. Donc, parmi les événements du Beth Midrash de Bar Yochai, la fille de Jephthé, dernier épisode, lundi à partir de 20h. Voilà, chers amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ah oui, la conférence du rabbinat. Vous savez que les 3 fêtes, Shalosh Regalim, sont l'occasion pour vos rabbins de se réunir, de réunir les communautés dans les fins de Yom Tov pour conduire ensemble les offices et puis partager ensemble une conférence à 2 voix animée par vos 2 rabbins. Donc, Pessah 5778. La première conférence aura lieu dimanche en fin de 19h office de Mincha et 19h30 la conférence du rabbinat de Grenoble. Voilà, sur un thème qui vous sera bien sûr annoncé et proposé. Et nous vous appelons à venir nombreux pour cet événement. C'est une manière de finir les premières fêtes en beauté et on renouvellera l'expérience, enfin ce qui est plus l'expérience maintenant, c'est une coutume locale véritablement. Nous renouvellerons ceci pour la fin des fêtes de Pessah. Et là aussi, tenez-vous informés, nous serons ravis de vous compter parmi nous. D'ici là, chers amis, bon courage pour vos préparatifs de Pessah. Soyez présents ce Shabbat, il y aura beaucoup d'informations. Absolument. Le rappel, beaucoup d'informations, les discours des rabbins, comme la tradition le veut, le fameux... le discours de Shabbat Agadol, qui n'est pas rien. Agadol, absolument. Et il nous reste à vous souhaiter Shabbat Shalom, Uvorach à tous et à tous. Et voilà. Bon, on a fait le plein. Enfin, on a fait le plein, on a fait le job. Ouais. Bon, ça se prépare pour monter, ça va? Oh oui, très bien. Ouais. Les gens sont là ou ils partent un peu dans les séjours organisés? Non, les gens sont là. A priori, hein. Ouais. Enfin, de mon côté en tout cas. Ouais. Il y a la famille aussi qui vient un peu partout, je pense. Hein. C'est les familles d'ici, donc c'est chouette. Oui, c'est vrai. Mais je pense que les gens sont bien mobilisés pour l'occasion. Ça coïncide pas avec les fêtes civiles, pas les fêtes, je veux dire les vacances civiles. Mais et puis en plus ça tombe un week-end, c'est chouette. On aura du bon. Normalement ça va être une belle, une belle moisson. Il n'y a pas de raison. Mesdames et messieurs qui nous suivent en direct, nous vous embrassons également. Nous souhaitons un très beau Shabbat. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Suivez-nous. Retrouvez-nous. C'est ça, Kachar et Samer. Certainement la semaine prochaine. Ah bah oui, même plus que certainement. Ah oui. Si Dieu le veut. Avec attention. Merci à vous.